L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Un mardi sur 2. Elle est loin d'être simple, mais il y a une vie après, c'est pas terminé. Peut-être que c'est même presque où tout commence, où tout recommence, ou je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas pour moi c'est comme ça. Est-ce que j'aurai la même insouciance maintenant qu'à 20 ans, j'en sais rien. Mais j'ai une nouvelle insouciance. C'est de se dire, vas-y, fonce dans le désert, tu t'as à perdre. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminer avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. Vous êtes en plein traitement contre le cancer ou vous en sortez tout juste. La fatigue, les douleurs, le moral en dents de scie, tout cela peut être éprouvant, épuisant, au point que certaines activités que vous faisiez avant ou dont vous rêviez vous semblent désormais inaccessibles. Bien sûr, chaque parcours est unique, chaque personne, chaque cancer aussi, mais pour ce premier épisode de L'écho des papillons, j'aimerais vous montrer que même avec un cancer, rien n'est impossible. Alors aujourd'hui, ma première escale sonore se trouve près de Poitiers. Là-bas, j'ai fait une halte pour rencontrer Alexandra Delaune, dont l'histoire et le parcours m'ont profondément touchée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Connue sur les réseaux sociaux sous le nom « Une gazelle après un cancer », Alexandra nous raconte comment elle a traversé la maladie, mais aussi le désert marocain, avant de se prêter à un petit jeu de questions-réponses. Alexandra, tu as 44 ans et en 2020, on t'a diagnostiqué un cancer du sein HER2+++, une forme particulièrement agressive. En rémission depuis 2022, tu as choisi de transformer cette épreuve en défi en participant en mars 2023 au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc avec ton équipe, les Capzelles. Et cette année, tu repars à l'aventure, mais cette fois à pied, en participant au Trekking Gazelle 2025. Un immense merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour. Pour commencer Alexandra, cet échange, j'ai envie de citer l'extrait d'un de tes posts sur Instagram, sur lequel on voit une photo de chaque femme de ton équipe, dont toi, et tu écris, je cite, « Je regarde ces photos et je me dis que je n'ai jamais perdu mon sourire. C'est bien la seule chose que l'on peut ne pas me prendre. Alors aujourd'hui, dans cet après-cancer trop difficile, je me dois de continuer par tous les moyens de conserver mon sourire. » Alors en effet, ton sourire est magnifique, mais au-delà de ça, que symbolise ce sourire ? C'est la seule chose qui m'appartient. C'est la seule chose que je peux dévoiler quand j'en ai envie. C'est la seule chose que personne pourra jamais m'enlever, en fait. Le sourire, c'est transmissible, c'est communicatif, ça fait du bien. Moi, j'aime bien voir les gens sourire. C'est un sourire que tu avais déjà avant, autant ? Peut-être pas, peut-être moins. Maintenant, ce sourire, il a plus de valeur. Mais il n'empêche que tu as envie de sourire au monde. Enfin, c'est ce que j'entends. Sourire au monde, sourire à la vie, sourire aux gens, sourire aux arbres quand je marche, sourire, voilà, parce que c'est juste chouette d'être encore là. Et parce que merci la vie, quoi, parce que c'est cool.
Et alors, justement, tu vas nous raconter un peu dans les grandes lignes ton parcours. C'est l'histoire banale d'une femme banale, avec un cancer qui est devenu banal, de se réveiller un matin, de déposer sa fille à l'école à 8h30 et à 15h, on vous apprend que vous avez un cancer, qu'il est agressif et qu'il faut y aller vite, très vite, et que 10 jours après, je suis sur une table d'opération. 3 semaines après, on m'installe une chambre implantable. Ouf. Voilà. Et le même jour, je commence la chimio. Donc voilà, j'ai le même protocole que toutes les autres femmes atteintes d'un cancer du sein, donc les 60 000 femmes par an. Donc chirurgie, 33 séances de radiothérapie, 16 séances de chimiothérapie, 18 cures de chimio en immunothérapie. Donc ça a duré 1 an et demi. Et pour encore quelques années sous hormonothérapie. Tu n'avais pas de métastase, hein? Non, j'avais un ganglion d'atteint. D'où les chimio, du coup. Donc la chimio a permis... de toute façon, ils ont été enlevés. En fait, j'ai eu un curage axillaire pour enlever toute la chaîne ganglionnaire. Là, ça, on est tout un peu dans ce cas-là. Et puis après, la chimio a fait son travail. Tout ça du début, du jour où tu as pris jusqu'à ta rémission, ça a duré... Alors, j'ai été diagnostiquée le 5 novembre 2020 et j'ai été déclarée cliniquement en rémission, parce que j'aime bien ce mot cliniquement en rémission le 1er septembre 2021. Ah, donc c'est écrit en fait, c'est ça? Oui. C'est écrit. Ah, ça doit être beau à lire. C'est beau à lire. Et on a beaucoup rigolé parce que c'est mon radiothérapeute qui m'a annoncé ma rémission et qui me dit voilà, vous êtes en rémission, madame. Je suis suis guérie. Il me fait non. Oh, on se calme. Je dis si, je suis guérie. Non, vous êtes en rémission clinique. C'est pas la même chose. Et pour moi, c'était c'est pareil. Je dis non. Parce que si vous devez revenir me voir dans 2 ans, vous allez me dire, attendez, docteur, vous avez chié, là. Moi, vous m'aviez dit que j'étais guérie et vous allez me détester. Alors que moi, si vous devez venir me voir dans 2 ans ou dans 3 ans, je veux que vous m'aimiez. Donc, vous ne m'entendrez pas dire le mot guérison. En fait, c'est purement égoïste de leur part. C'est purement égoïste de sa part, mais sur ce coup-là, je me suis dit, ok, bon, non, en fait, je suis pas guérie, quoi. Je suis juste en sursis, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui, on dit qu'il faut, souvent, on attend 5 ans avant de parler de guérison. De guérison. 5 ans avant de parler de guérison. C'est ça. En tout cas, là, donc, tu es sous hormonothérapie. Oui. Depuis... Alors, je suis sous hormonothérapie depuis juillet 2021. Et j'en ai encore pour quelques temps. Comment tu as vécu ce parcours de soins au niveau physique et psychologique? Alors, physiquement, ça a été des montagnes russes physiquement. Je pense que toutes les personnes qui sont... Alors déjà, je pense qu'on peut pas en parler si on n'a pas vécu, si on n'est pas passé par cette étape-là. Physiquement, il y a les 3 premières chimios ont été l'enfer. Voilà. La 4e a été plus que l'enfer. J'étais dans les fins fonds des abîmes de je ne sais où. Et après, comme une lettre à la poste. Donc comme quoi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Voilà, j'en ai bavé les 4 premières, clairement. J'ai perdu mes cheveux. Je mangeais plus. Enfin bon, c'était l'enfer. Et puis après ça a roulé vraiment cool. Donc j'ai vraiment bien vécu quand même cette période-là. Après, psychologiquement, j'ai rencontré une nénette incroyable en chimio. Une voisine, tu veux dire, ou... Une voisine de chimio, ouais. Ah oui, ouais, ok. Ouais. Une nénette qui s'appelait Mélodie, qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux sous le nom de la galerie de Dodi. C'est juste une meuf incroyable. Et tatouée de partout, et 32 ans, et cancer du sein métastatique. Enfin voilà, ça a été... Et je me suis dit, waouh. Et elle avait plein de trucs à présenter. Elle parlait tout le temps, son compte Instagram était incroyable. Voilà, c'est devenu un petit peu mon mentor. Et je me suis dit, si cette petite nénette, cette petite personne y arrive, moi aussi je vais y arriver. Ah, ça t'a donné l'inspiration pour te... Ah ouais, ça m'a donné une force incroyable. Et puis
Puis voilà, on a commencé à communiquer sur les réseaux. Mélodie, elle était malade depuis 6 ans déjà, et elle avait une association où elle était en train de créer des box avec des produits adaptés pour les patients, etc. Donc je me suis dit waouh, elle est incroyable. Et c'est elle qui m'a tenu la tête hors de l'eau, parce que de ça est né mon projet d'aller faire la débile dans le désert. D'aller faire la débile dans le désert. Quelle idée. Et de me dire, ben voilà, je sais ce que je vais faire de tout ça, en fait. Merci Mélodie. Alors aujourd'hui, c'est une étoile, et voilà, elle est partie. Mais voilà, je continue pour elle, et pour tout ce qu'elle a commencé et tout ce qu'elle a entrepris. Et moi, ça m'a tenu la tête hors de l'eau pendant les traitements, en fait. D'avoir un but, alors pas forcément de faire quelque chose de la maladie, hein, mais en tout cas d'y trouver un certain sens, et d'y trouver moi l'apaisement que j'avais besoin. Tu étais entourée Alors mon mari, mes enfants, mes parents, les amis. Alors après les amis, c'est difficile, hein, les amis. Voilà, ça dépend. Ouais, les amis, ils sont passés par mon mari pour prendre des nouvelles, et ça j'ai eu du mal à comprendre. Ils osaient pas. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, de prendre le téléphone et de dire comment tu vas. Bah, si c'est un lendemain de chimio, je vais pas hyper bien. Voilà. Donc souvent, quand ils appelaient et qu'une fois, 2 fois, je répondais pas parce que je dormais, parce que je sais pas. Ils passaient par mon mari. Et puis après, voilà, moi j'ai mon mari qui est incroyable, j'ai mes 2 enfants qui ont été super. Oui, parce que ta deuxième était jeune quand même. Ouais. Louise avait 7 ans. 7 ans, c'est chaud, hein. Tu as choisi du coup, alors je sais pas si c'est lié à ta rencontre avec Mélodie, mais d'être très présente sur les réseaux sociaux pour évoquer ton parcours au quotidien, ou en tout cas ton challenge, peut-être ton défi dans le désert dont tu vas parler après. Pourquoi, enfin comment c'est venu cette... Je sais pas. Tu sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'avais un compte Instagram où j'avais posté 4 photos parce que ma meilleure amie habite à Singapour, et que c'était, voilà. Et puis je sais pas, après je me suis dit est-ce que je raconterais pas cette histoire? Voilà, est-ce que j'en ferais pas quelque chose? Et puis comme après la 2e chimiothérapie, j'ai eu cette idée folle de partir dans le désert, je me suis dit bah voilà, je vais utiliser mon compte pour parler de ce projet. Et puis ce compte, il a grossi. Je sais pas pourquoi. Mais alors clairement, j'en sais rien. Je sais pas, je ne cherche pas, les nombres d'abonnés, ou j'en ai strictement rien à faire. Par contre, ça m'a permis de donner de la visibilité à l'association que j'ai créée quand même. Et puis, chose improbable, les filles qui s'abonnaient à moi se sont mises à me poser des questions. T'étais devenue une source d'inspiration? Alors je sais pas, mais en tout cas, je pense que je le fais naturellement, et que du coup, ça a mis certaines nénettes en confiance. Et est-ce que toi t'as eu ça? Toi tu l'as vécu comment? Et toi tu ferais quoi? Alors je suis personne moi pour donner des conseils, mais juste redire comment moi je l'ai vécu, ou comment moi ça s'est passé. Et voilà, et puis ça continue de grossir, et c'est plutôt cool. Oui, puis en même temps, tu essayes de faire un peu de sensibilisation. Alors, pour le dépistage. C'est hyper important, parce qu'avec l'association que j'ai créée, j'ai créé aussi un atelier qui s'appelle Touche tes boops. Alors là, j'ai un peu moins le temps en ce moment, mais j'ai fait des ateliers d'autopalpation à l'école d'infirmière, à l'école d'aide-soignante, dans des entreprises, pour apprendre aux nénettes à se toucher les nichons, en fait, tout simplement. Sans tabou. Sans tabou, en fait, elle dit, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te sauver la vie? C'est de toucher les seins 1 fois par mois, en fait. C'est pas hyper compliqué. Ça te prend 4 secondes, et ça enlèvera pas le diagnostic, hein. Non, mais ça permet de prendre à temps. Mais c'est ça. Ça changera pas le cours du diagnostic, mais par contre, si c'est possible de le prendre à temps, c'est cool. C'est quand même mieux. Et d'ailleurs, j'ai vu, tu as posté récemment, je crois, un chiffre assez effarant qui dit, je sais plus, 14 ou 17% des personnes ne savent pas, enfin des femmes ne savent pas que il faut s'auto-palper. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et ça me paraît complètement fou. Comme on voit que le dépistage organisé à 50 ans,
qui est un flop intersidéral, puisque on a plus de 54% des femmes de plus de 50 ans qui reçoivent leur invitation, qui ne vont pas faire leur mammographie. Le cancer colorectal, c'est pareil. Mais comme pour le cancer colorectal, Ouais. donc c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on pourrait en sauver, quoi. Donc moi, si je peux sauver ne serait-ce qu'une nénette qui est venue à mon atelier, ou si je peux sauver une nénette qui, tous les premiers du mois, voit ma publication, parce que ça fait 3 ans que tous les premiers du mois, j'ai un message assez fort sur l'autopalpation qui sauve des vies, ça a sauvé la mienne. Donc, tant mieux. Si j'en ai sauvé une, tant mieux. Voilà. Ça sert à ça. Ah bah c'est pas mal déjà. C'est déjà C'est déjà super chouette. déjà ça. Je vois aussi sur ton compte, alors je ne m'étendrai pas plus longtemps après, mais sur ton compte Insta, on te voit avec ou sans cheveux, avec ou sans vêtements. Avec ou sans vêtements. Et tu oses t'afficher dans presque toute ta nudité, mais aussi finalement dans toute ton authenticité, celle de l'âme aussi en fait. C'est ce qui se dégage en tout cas. C'était naturel pour toi, ou est-ce que c'était une manière de te reconnecter à ton corps, de reconnaître toute sa beauté en fait, et au sens noble du terme, parce que suite à tout ce que tu avais vécu. Est-ce que comment tu vois les choses par rapport à ça? Cheveux, pas cheveux, à poil, habillé. Je vais être hyper franche. Je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est moi. Et je l'aurais jamais fait avant. Et en plus, moi, j'ai un métier qui me permet pas. J'ai un métier hyper sérieux, hyper carré, machin. Donc, c'est complètement en décalage avec ma vie pro. Et c'est une sorte d'exutoire aussi. Ouais. Et puis c'est montré que le vrai en fait. J'ai pris 15 kilos avec les traitements. J'ai les nichons qui sont plus asymétriques. J'ai des cheveux, pas des cheveux, ils sont revenus blancs. Voilà, super. Avant tu étais j'étais brune. Voilà. La vraie vie, c'est ça en fait. C'est qu'on est comme on est en fait, et c'est ok. En fait, tu montres que oui, c'est ok, et que en fait, on peut vivre. Il y a une vie après. Et elle est pas simple. Elle est loin d'être simple, mais il y a une vie après. C'est pas terminé. Peut-être que c'est même presque où tout commence, ou tout recommence, ou je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas pour moi c'est comme ça. Mais oui, non, j'ai pas. Je suis pas pudique de mes sentiments en tout cas. Et en fait, du coup, comme je suis pas pudique de mes sentiments, je suis pas pudique du tout. Ouais. Alors que dans la vraie vie et au quotidien, je suis hyper pudique. Il faut dire que les photos sont belles aussi. Après, j'ai aussi un photographe ou une photographe dédiée. J'ai une photographe qui arrive à faire ressortir pas du tout la nudité quand c'est des photos de moi un petit peu plus nue, moi un peu plus déshabillée. Il y a jamais de vulgarité, il y a un vrai message, et elle sait capter l'âme, quoi, l'âme sans rien. Je voulais quand même, parce qu'il y a une photo que j'ai trouvée magnifique. C'est une photo où tu es dans la rue. On voit tes seins enserrés par c'est quoi? Enchaînés. Tu exprimes une émotion très forte. On te voit crier, en fait. Et c'est ça. Photo, c'est la douceur et en même temps la dureté, en fait, de la maladie. C'est ces contrastes-là. Et puis la photo est magnifique. Voilà. Donc cette photo, c'était pour le concours Estée Lauder, qui est organisé depuis 10 ans. Et donc c'était l'année dernière, et le thème était invisible. Et ce que je voulais, c'était montrer l'invisible. Dans la rue, tu vois, on sait pas que j'ai été malade. On sait pas ce que j'ai traversé. Par contre, dans mes tripes, dans mon ventre, c'est ce que je voulais montrer, quoi. Toute la rage et toute la difficulté du combat, et qu'on est véritablement enchaîné à ce qu'on ne peut pas montrer. C'est pas possible de montrer aujourd'hui une femme détruite par la maladie. La société, elle veut pas parce que tu retournes au boulot, parce que t'as toujours ta maison à faire tourner, parce que t'as toujours des potes à aller voir, parce que t'as fini les traitements, donc t'es guéri pour les gens, et puis parce que ça fait peur. Donc je voulais montrer, voilà, ce côté ultra féminin avec une coiffure et un maquillage, avec les pétales, etc. Donc effectivement, à poil dans les rues de Poitiers, ça par contre, c'était chaud. Et à côté de ça, le côté un peu dark de la vérité. Et c'est toujours ce que j'essaie de montrer. C'est la vérité.
Il n'y a pas de octobre rose, il n'y a pas de paillettes. On m'a sollicité pour faire des trucs à paillettes. C'est toujours un non catégorique. Tu disais donc que tu es partie dans le désert. Oui, en mars 2023. Donc tu participes au rallye Aïcha des Gazelles avec ton équipe les Capzelles. Alors, d'abord, que signifie ce nom? Alors, rallye Aïcha des Gazelles, donc on voulait un rappel de L, gazelle de L. Cap, c'était pour garder le cap. Garder le cap dans le désert, parce que donc le rallye Aïcha des Gazelles, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rallye 100% féminin dans le désert, mais à l'ancienne, donc à la carte et à la boussole. Aucun équipement de technologie, donc pas de GPS, pas de rien, juste une règle, une carte et des crayons. Et démerde-toi avec ça. Donc il faut garder le cap. Et ça reprend aussi de garder le cap dans la maladie. Moi j'avais un focus, c'était d'aller faire ce rallye. Donc mon cap pendant la maladie, c'était d'aller au Maroc. Je suis partie avec ma cousine qui est tout pour moi, qui a perdu son papa d'un cancer du pancréas une semaine avant de se marier. Donc vous étiez deux, dans l'équipe. On était deux. Comment est venue cette idée, du coup, de partir dans le désert? Ça, c'est une connerie à moi. C'est une bêtise. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, mais sur le coup, c'était stupide. En fait, j'ai vu un reportage là sur le Trophée Rose des Sables. Tu peux rapidement expliquer? Trophée Rose des Sables, c'est la même chose que le rallye Aïcha des Gazelles, sauf que c'est en octobre, c'est pour le cancer du sein, c'est aussi en voiture, mais là c'est avec un roadbook, donc en fait on te dit tourne à gauche, tourne machin, etc. Et je dis mais je vais faire ça moi, sachant que mon papa et le papa de ma cousine étaient d'anciens coureurs automobiles. Je me suis dit bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Après. Donc je l'appelle et je lui dis ça te dit un rallye dans le désert au mois d'octobre? Oui. Alors, elle réfléchit pas évidemment, c'est Virginie. Oui, elle me rappelle une demi-heure après, elle est viticultrice. Ah, donc c'est pas la bonne période. Mais octobre, c'est pas possible. Je peux pas. Elle me dit bon, OK. Elle me dit désolée mais ça va pas être possible. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais trouver autre chose. Donc après j'ai trouvé un truc en Mongolie, j'ai trouvé plein de trucs, je me suis dit bon Ah non, mais je sais. En fait, ce sera pas en octobre, ce sera en mars. Et c'est le rallye Aïcha des Gazelles, c'est plus cher, c'est plus dur, mais ça va être chouette. Elle m'a dit bon allez, le choix. Vas-y. Nos maris, moi j'ai dit à mon mari, tiens, je vais dans le désert. Il me fait, non, t'es en chimio. Non, mais si, mais je finis mes chimios et puis j'y vais. Je dis, mais t'es complètement taré. Mais ça va pas. T'es pas bien, quoi. Tu finissais tes chimios quand? Et alors, je finissais les chimios le 8 mars et on partait le 21. Donc, le Covid, c'est le destin, parce que donc on était inscrites, on partait, machin, c'était ok. Sauf qu'on est allé à Nice pour le départ, tout ça, et on a emmené le Covid avec nous. Comme le Maroc demandait un test PCR négatif pour pouvoir rentrer sur le sol marocain, on a repris Mafalda, donc notre voiture, et on est rentré. Après, voilà, c'est le destin et c'est très bien comme ça, parce qu'en fait, vu la difficulté physique, j'aurais jamais pu, 3 semaines après les chimios, j'aurais jamais pu tenir le rythme. Tu t'en es rendu compte après? Je m'en suis rendu compte là, en 2023, quand on est parti. Je suis rentrée, j'étais cuite de chez cuite. Mais voilà, c'était le destin, et comme tout, en fait, c'est tout, enfin, voilà. Et tout est une histoire de destin chez moi. Il y a pas de mauvais rendez-vous, enfin, c'est comme ça, c'est comme ça que tu vois. Voilà. C'est comme ça que tu vois les choses. Oui, c'est comme ça que je vois les choses. C'était voilà, on était prêtes, il y avait pas de souci, mais écoute, c'était pas le moment. Et peut-être que c'est Mélodie là-haut qui m'a dit tu fais de la merde. Hop là, on a chopé le Covid dans la voiture. Donc on n'est pas parti en 2022, on est parti en 2023. Alors là, donc cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. 9 jours de compétition, et puis comme on descend jusque dans le désert de Merzouga, donc quand même dans le sud-est du Maroc, on y va en voiture, donc et en bateau. Il y a 2 jours de bateau, puis 2 jours pour descendre tout le Maroc. Voilà, donc 5 jours pour y aller, 5 jours pour revenir, 9 jours de rallye, 3 semaines parties de la maison. Et des souvenirs. Ah waouh. Non, c'était incroyable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Alors l'esprit gazelle, évidemment. C'est-à-dire que tu as 380 femmes qui sont juste là. Alors après, pour des assos, pas des assos, enfin juste pour le kiff, juste parce qu'elles ont 50 ans, qu'elles veulent se faire plaisir, parce que j'en sais rien, enfin elles sont là pour ce qu'elles veulent d'ailleurs. Et nous, on était là-bas, on savait pourquoi. Et on savait qu'on voulait récupérer de l'argent, on savait qu'on avait des choses à faire avec cet argent. Et ce qui a été magique, c'est cette immensité, en fait. L'immensité et de se dire, putain, moi, je fais ça, moi. Moi, je suis là, et je suis en vie, et je suis les 2 pieds dans le sable, et je la monte, la dune, et c'est magique. C'était magique. C'était magique, un de mes plus beaux souvenirs, en plus des 2 nuits qu'on a passées à la Belle Étoile dans le désert, sous la Voie lactée, parce que aucune pollution lumineuse, tu n'as que les étoiles qui te servent de lampe de chevet. C'est magique. C'est d'être monté sur une dune, très très haute dune, où j'ai galéré à monter. Et il fallait que j'aille voir si Virginie pouvait, parce que moi je naviguais, Virginie conduisait. Toi, tu naviguais. Ah oui, tu faisais le carte, boussole, machin, etc. Ouais. Virginie, elle conduisait, sauf que quand t'es dans les dunes, il faut que tu vois ce qu'il y a derrière, hein, parce que ça passe pas forcément. Une dune, c'est rond, ou ça peut être à pic. Enfin donc faut que tu la montes pour aller voir si ça passe. Et en fait, je suis montée sur cette dune, immense dune, et là j'avais le désert pour moi. Là-haut, il y avait rien. C'était une crête, toute petite crête de dune, et donc évidemment par contre ça passait pas du tout en bagnole, hein. Et en fait je me suis assise et il y avait pas une trace de bagnole. C'est là où je me suis dit tiens, on est peut-être perdu. Pas une trace de bagnole, rien, pas un 4x4 à l'horizon, et un scarabée qui fait des traces. Et là je me suis assise, je me suis dit vas-y, juste profite. Alors j'avais Virginie qui bougnait là au fond. Bah oui, elle attendait. Et moi j'étais juste en train de savourer quoi, et de me dire voilà ce que tu as fait. Et d'avoir un sentiment de gratitude, de fierté, oui, mais pas tant que ça. De gratitude, vraiment, de gratitude pour ce que j'étais en train de vivre. C'était incroyable. Puis après, donc voilà, le rallye s'est très bien en plus passé pour nous. On a fini 50e sur 195. C'est chouette. Parce que l'idée, c'est pas d'aller vite, mais c'est de faire le moins de kilomètres possible. Et quand on a trouvé cette dernière balise qui marquait aussi la fin de cette aventure, voilà, on s'est regardé et là, on n'a pas retenu nos larmes. Et voilà, enfin, c'était magique. Ce moment qu'on a vécu toutes les deux, il était fou, quoi. Parce que c'est du boulot, hein, comme préparation. Il fallait trouver des sponsors. C'est un rallye qui vaut très très cher. Oui, d'ailleurs, vous avez une cagnotte en fait. Ouais. Alors on a eu, on a démarché des entreprises, pour nous aider. Et puis l'idée c'était de rapporter un chèque le plus gros possible après. On a donné 50% de nos bénéfices à la Ligue contre le cancer et on a donné l'autre moitié à l'unité des soins palliatifs du CHU de Poitiers, à l'association Pallium 86. Où l'idée c'était d'apporter un petit peu comme je dis, de jour à la vie ou de vie au jour dans cette unité des soins palliatifs où Mélodie m'a dit un jour avant de mourir putain, je vais mourir dans des draps qui grattent, et que je me suis dit si tu peux faire quelque chose pour améliorer c'est ça. Ouais. Donc on a quand même refilé 8800 €. Donc ils ont pu faire des aménagements, ils ont payé des formations, ils ont payé des licences de musicologie pour faire de la musicothérapie auprès des patients. Ils ont fait venir, ils ont fait des formations de massage. Ils ont aménagé une petite salle un peu plus sympathique que ce qu'elle ne l'est. C'est du concret et c'est ça que je montre en fait
dans mon compte. C'est qu'il n'y a pas de code promo, il y a pas de, il y a rien de tout ça chez moi. Par contre, il y a du concret, quoi. Et sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Parce qu'on peut, je pouvais aller faire la couillonne dans le désert pour rien, hein. Mais à part cramer du gasoil dans le désert, voilà. Ouais, là, ça a du sens pour toi. Là, ça a du sens pour moi. Et pour ceux qui nous suivent, et puis pour les entreprises qui nous suivent, pour nos partenaires, pour nos sponsors, enfin, ça a du sens. Derrière, il y a un vrai engagement. Oui, et pour en plus un rallye comme le Trek qui est éco-responsable. Oui, alors du coup là, on s'est engagé sur le Trek, le trekking Gazelle, donc qui est la même chose, hein, sauf que la dimension écologique sur le rallye Aïcha des Gazelles, bon. C'est en voiture, donc. C'est en voiture, bon, c'est peut-être un petit peu moins dans mes valeurs pour le coup, voilà. Et donc à pied, c'était bien aussi. Voilà, donc là le Trek de 2025 que tu t'apprêtes à faire, ouais. Enfin, novembre 2025, ouais. C'est à pied. C'est à pied, donc c'est dans le même désert, avec les mêmes dunes. Donc là, je sais même pas. Enfin, je me dis que c'est n'importe quoi parce que j'en ai monté une. J'ai mis 2 heures à m'en remettre. Là, il va falloir en monter tout le temps. Alors ça dure moins longtemps, évidemment. Il y a que 5 jours de compétition, mais c'est toujours à la carte et à la boussole. Avec une dimension solidaire puisque chaque point de passage c'est 5 € pour le secours populaire. On a des sacs avec l'obligation de ramasser tout ce qu'on trouve dans le désert. Oui, c'est ça. Et s'il y a des déchets, ouais. S'il y a des déchets, on est obligé de les ramasser et chaque kilo récupéré, c'est aussi des sous versés à une association. Il y a également la dimension solidaire avec Cœur de Gazelle, où comme sur le rallye Aïcha des Gazelles et comme tous les événements Mayenga, Cœur de Gazelle, c'est très très important. C'est 3000 consultations médicales en gynéco, en obstétrique, en ophtalmo, dentiste, etc. pendant l'événement sur toutes les populations du désert. C'est des semi-remorques remplies de fringues, de matos, d'hygiène scolaire, etc. Donc il y a une vraie dimension aussi humanitaire, je dirais presque derrière, ouais. Donc qui va avec nos valeurs. Donc là je pars avec mes 2 meilleurs amis, avec la même finalité, c'est de reverser un chèque le plus gros possible à l'unité des soins palliatifs. Donc voilà, c'est chaque euro est un grain de sable, hein, donc ça fait grossir la cagnotte. Donc encore une fois, c'est une nouvelle aventure dans. Ouais, donc là tu commences. Donc là je commence à préparer déjà. Ouais, je commence la prépa physique parce que même s'il faut pas être une super grande sportive pour faire le trekking Gazelle, c'est quand même mieux d'arriver un peu en forme. 1 an pour se préparer, c'est pas si long, sachant qu'on fait 20 km par jour. Alors on peut se dire 20 km par jour, c'est rien. Alors 20 km par jour sur du plat, sur de la route, ouais, c'est ça va. easy. 20 km par jour dans les cailloux, dans les roches et dans le sable, ça met 12 heures. C'est notre affaire. Ouais, voilà. Ouais. Et vous avez un sac à dos aussi Sac à dos, oui, forcément. Bien sûr, vous dormez sous tente, vous portez votre... Alors, on rentre au bivouac tous les soirs, mais par contre, on est obligé d'avoir, au cas où on ne rentre pas. Ah oui, le minimum. Voilà, le minimum, une ration pour manger et beaucoup d'eau, une paire de chaussures de rechange aussi, voilà. Enfin, on a quand même un petit peu de matériel à emmener. Tu te sens comment physiquement? C'est pas le physique qui va m'aider, moi. Ouais. C'est le mental qui va m'aider parce que très clairement je ne suis pas physiquement prête, voilà, parce que l'hormonothérapie ça bousille les articulations, parce que j'ai pris du poids, parce que j'ai un souffle qui est ce qu'il est et que quand ça monte un peu en cardio il faut un peu que ça redescende. Donc j'ai 1 an pour essayer de récupérer une bonne motricité, un bon cardio, et ça va le faire. Puis après, il y a le mental, hein. Le mental, il dira, de toute façon, on marche, et puis c'est tout. Bien sûr. Pendant le rallye, d'ailleurs, tu as eu rencontré des soucis au niveau physique? Eh incroyable. Je suis partie, j'avais mal partout. Je n'ai pas eu une seule douleur pendant le rallye. Mais vraiment,
quand l'adrénaline te porte, je pense. Il y a ça, l'adrénaline, la dopamine, tout ça, là, toutes ces hormones un peu du plaisir, etc. Quand elles te portent, j'étais hyper en forme. Je suis revenue, j'étais cuite. Hein. Si des personnes qui nous écoutent ont envie de faire soit le rallye, soit le trek, est-ce que si tu avais un conseil à donner pour ceux qui hésitent? Fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et ça peut être dans 2 ans. Oui, et puis bon, de toute façon, même s'ils le font, même si la personne part, sur place, sur place, il y a un staff médical qui est, c'est l'hôpital américain au milieu du désert, hein, donc tout va bien. Il y a des podologues, des kinés, des médecins, il y a tout ce qu'il faut. Donc médicalement, il y a aucune contre-indication médicale à le faire. Voilà. Donc si t'as envie, faut y aller. Et pour juste un peu d'argent. Oui, c'est pas gratuit. Oui. Là, ça va se passer du 9 au 14 novembre 2025. Ouais. Il y a les inscriptions, il y a une date limite d'inscription. Là, c'est complet. Oui, c'est complet, c'est fini. C'est tous les ans. C'est tous les ans, c'est prix d'assaut, forcément. Là, cette année, en une semaine, les 300 inscriptions étaient bouclées. Je te souhaite une bonne préparation avec tes amis. Oui, ça va le faire. Ça va le faire, j'en suis sûre aussi. On va passer à la deuxième partie qui concerne le petit portrait chinois et les autres questions. Donc, je vais te laisser tirer les petits papiers. Alors, s'il y a des questions où tu n'as pas de réponse, c'est pas grave, on passe à la suivante. Hein. Ça marche. Je les tire dans l'ordre ? Oui, s'il te plaît. Avant le cancer, tu étais. Après le cancer, tu es. Alors, avant le cancer, j'étais hypocondriaque. Après le cancer, je m'en fous. J'adore. Voilà, c'est ça. Si ta résilience était une personne et ou un animal. Le petit scarabée. Ah. Le petit scarabée là en haut de sa crête qui est tout seul. Il est tout seul dans le désert comme un couillon, mais il avance. Donc je ferais ça, ce petit scarabée là. Il était mignon. Hein. Si ta résilience était un objet, un compas de visée. Ah. Qui t'a servi pendant le rallye. Qui m'a servi pendant le rallye. Parce que c'est ça, en fait, c'est garder son cap. Et te dire, là, il faut que j'aille à 180 degrés est. Ok, j'y vais. Je sais pas comment. Tu fixes un objectif. Mais j'y vais. Et à moi de trouver la solution pour y aller. Et ça marche, hein, vraiment. Si ta résilience était un lieu ou un paysage. Alors, je vais sortir du désert et je vais partir au Vietnam. Parce qu'on est allé au Vietnam cet été. Et je les ai trouvés d'une résilience à toute épreuve. Parfois, il y a 1,50 m de flotte dans les rues. Ou alors, il fait 50 degrés avec 95% d'humidité. Et ils continuent à marcher tranquillement, ou alors sur leur petit vélo, à porter des fruits. C'est incroyable. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Et va attendre qu'il y ait plus de flotte ou qu'il fasse moins chaud ou je sais pas. Ou alors pire, pour continuer à travailler, ils prennent des manteaux avec des petits ventilateurs. Si ça c'est pas de la résilience, des fois ça me. Donc ça t'aide toi aussi du coup quand. Mais oui, en disant ça. Mais voilà, enfin, on est hyper privilégiés dans tout ce qu'on a. Même si on est malade, je veux pas dire que c'est un privilège d'être malade, c'est pas vrai. Et personne me croirait de toute façon. Mais franchement, on est hyper privilégiés. Si ta résilience était une musique ou une chanson, il y a une chanson qui pourrait vraiment me mettre les poils, comme on dit, et puis qui m'attache à quelque chose. C'est Expérience de Ludovico Einaudi. Oui, personne ne connaît. On connaît tous ces musiques pourtant, parce que c'est le pianiste compositeur de par exemple Intouchable. Et en fait cette chanson, cette musique Expérience, elle résonne vraiment. Elle est toute douce et elle explose d'un seul coup. Et en fait c'est ça mon histoire, c'est d'être toute douce. Et puis d'exploser quand il y a besoin. Voilà. Belle image. C'est ça.
Alors, si ta résilience était un livre ou un film ou un documentaire, ce serait quoi? Ah bah, on en a parlé tout à l'heure. C'est le livre et le film La Tresse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas voulu de perruque. Je sais pas si les gens connaissent ce film et ce livre. C'est l'histoire de 3 femmes en Inde, en Italie et au Canada. Et en fait, c'est une histoire de résilience d'une femme indienne qui veut sortir de sa problématique de caste, etc. et qui va se faire raser la tête et qui va faire tout un périple avec sa petite fille. C'est l'histoire d'une jeune femme en Italie qui, après le décès de son papa, qui a une entreprise de perruques en cheveux naturels et qui va fermer, trouve la force de faire autre chose que la tradition familiale. Et puis c'est l'histoire d'une femme au Canada, avocate, Wonder Woman, mais en fait ça touche aussi les Wonder Woman, le cancer du sein. Et comment ces 3 femmes, sans le savoir, vont avoir un lien. Pourquoi je parle de ce film? Parce que moi j'ai pas voulu de perruque, jamais. J'ai eu l'impression que je ressemblais à pas à moi en tout cas. Et ça aussi, ça fait partie de la résilience, de se dire non mais j'assume en fait de ne pas mettre de perruque. Si ta résilience était un rituel, je prie beaucoup, voilà, et notamment je prie beaucoup Marie, et voilà, c'est quelqu'un pour moi qui me porte. Je crois pas en grand chose, mais ça me fait du bien. Si ta résilience était une phrase et une citation, je reprendrais le mantra de Mélodie, la personne qui m'a inspirée. Et je suis capitaine de mon âme. Ça c'est ouais, je suis capitaine de mon âme, maître de mes envies. Ça venait d'elle, donc. Ouais. Bon, alors ça vient pas d'elle, hein. Non, ça vient. Alors ça vient de Nelson Mandela, je peux te dire. Ah, oui. Mais ouais, voilà, c'est reste maître de ta vie, quoi. Crois-tu que ton environnement, famille, amis, collègues, etc., a pu contribuer au développement de sa résilience? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Pourquoi? Parce que je pense que la résilience, c'est très personnel. T'as envie de te battre ou t'as pas envie de te battre, en fait. Et c'est pour eux que tu le fais, mais c'est pas grâce à eux. Non, mais souvent leur présence simplement peut-être. Alors leur écoute, la présence de la famille, tout ça, ouais. des amis, mais c'est aussi très contradictoire avec le fait de se dire que une fois que tu as fini tes traitements, plus personne ne comprend que tu sois crevé. Enfin, j'ai beaucoup d'effets secondaires liés à la chimiothérapie, c'est celui d'avoir une dyslexie, enfin voilà, qui se je vais faire de l'orthophonie, machin, tout ça. Mais de perdre mes mots, de chercher mes mots, de louper des lettres, etc. Et ça, c'est cognitif, hein, ça, c'est comme ça, et ça reviendra. Et ça revient, je confirme. Bah j'espère, parce que moi j'ai eu ça aussi. C'est extrêmement pénible, c'est très handicapant. C'est d'être fatigué, c'est d'avoir mal aux articulations, tout ça. Et en fait, les gens ils ne comprennent pas. Et ils te disent toutes les phrases que tu veux pas entendre. En fait, bah ça y est, t'es guéri. Passe à autre chose. Allez, voilà, tourne la page. Bah, tu vois, on te l'avait dit que c'était pas grave, un cancer du sein. Ouais. Mais moi, je les ai entendues, ces phrases-là. Effectivement, c'est pour eux que tu vas chercher la résilience, parce que j'ai pas envie d'abandonner mon mari, mes gosses, ma famille, voilà. Mais parfois, ça fait aussi très très mal. Voilà. 1 ou 2 ressources psychologiques que tu possédais déjà avant de faire face à la maladie et qui ont pu t'aider. Ah ben là, clairement, aucune. Tu t'es découverte? Ouais. Non, aucune. Alors, je suis... parce que je vois pas... je suis hyper carriériste, tout ça, machin. Moi, ça n'a aucun... On s'en fout sur la maladie. Non, j'ai pas de... Si ce n'est peut-être avoir un objectif et t'y tenir. Ouais, si ce n'est qu'avoir un objectif et m'y tenir. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai pas eu trop de chance physique. Enfin, finalement... mon fils est né avec une malformation cardiaque. Après, on a mis 4 ans à avoir ma fille. On a fait 5 FIV. Enfin bon, voilà. J'ai quand même eu, à mon jeune âge, à l'époque, quand même pas mal de galères. Mais en fait, je me suis jamais posé la question d'avancer. J'avais pas le choix, quoi. T'avances et puis c'est tout.
La phrase ou le mot insupportable. La phrase qu'on m'a dite quand j'ai annoncé que j'avais un cancer du sein et une personne très proche. Ah bon? Ah bah ça va, c'est pas un vrai cancer, c'est un cancer du sein. Hein? Bah c'est le même que les autres. Hein. Puis c'est le plus meurtrier, accessoirement, chez la femme. Ouais, finalement, il est tellement banalisé. Mais en fait, c'est ça, moi, que je veux arrêter. Je suis une femme banale avec un cancer banal. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'on peut être une femme banale, la madame tout le monde, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais le cancer du sein, faut arrêter qu'il soit banal. Il tue 13 000 femmes par an. Des mamans, des cousines, des sœurs, des épouses. Non. Et jeunes, et beaucoup de jeunes. Et jeunes, de plus en plus jeunes. Et voilà, et nous, on nous fait prendre, alors je sais pas si ça a un lien ou pas, mais on nous fait prendre des pilules aux hormones, on nous fait, moi j'ai fait des FIV, donc je suis bourrée d'hormones, tiens, comme par hasard, après, je développe un cancer du sein. Et si on demande au nombre de nénettes qui sont passées par les FIV pour avoir leurs enfants, qui ont développé un cancer du sein, malheureusement. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je pense que si on devait vraiment faire l'étude... Il y en a pas... Je sais pas. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Non, mais non. Je pense qu'on n'a pas encore trop développé les cancers, mais ça va arriver. Enfin, j'en suis convaincue. Hein. La phrase ou le mot qui t'a fait du bien, c'est une phrase de Mélodie. Meuf, t'es une putain de meuf. Ouais, ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai, ça aussi. Enfin, c'est pas qu'est-ce que t'es cool, qu'est-ce que t'es gentille, qu'est-ce que t'es résiliente. Non, t'es une putain de meuf. Bah ouais. Et on est toutes des putains de meufs, hein, je vous jure. Au final, pour toi, résilience rime avec insouciance. En plus, ça rime pour de vrai. Oui, bah oui, c'est tant qu'à faire, c'est un peu la question. Insouciance. Est-ce que je la garde? Est-ce que j'en crée une nouvelle? Est-ce que j'aurai jamais l'insouciance de mes 15 ans, hein, de mes 17 ans, de mes 18 ans. Moi, je suis avec mon mari depuis qu'on a 20 ans. On en a 44 aujourd'hui. Est-ce que j'aurai la même insouciance maintenant qu'à 20 ans? J'en sais rien. Mais j'ai une nouvelle insouciance, quoi. Qui s'est développée grâce à la maladie. Ouais. C'est de se dire, bah vas-y, fonce dans le désert. Si t'as à perdre. Oui, tu me disais que finalement, le cancer a été pour toi un cadeau. Alors, peut-être pas un cadeau. C'est pas le cadeau, c'est pas ça, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Voilà. C'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce que je sais qui je suis maintenant. Et finalement, je suis pas une femme banale. À qui as-tu envie de dire merci aujourd'hui et pourquoi? Oh là là, plein de monde. Je dirais quand même mon mari, parce que c'est pas facile pour les aidants de vivre avec une autre personne pendant quelque temps. C'est pas facile du tout, même. Et puis, merci Mélodie, parce qu'elle a fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Hein. Jusqu'au dernier jour. Hein. Elle est partie avec des Jordan aux pieds, avec son outfit de dingue, ses Ray-Ban sur ses bagues et ses tatouages, quoi. Non, mais voilà, parce que ce petit bout de femme, il est exceptionnel, elle était exceptionnelle, quoi. Donc merci, parce que grâce à elle, je pense que je m'en suis sortie aussi, pas indemne, parce que jamais on s'en sortira indemne. Je pense que ça laissera des traces, des marques indélébiles. C'est un peu comme les tatouages de la radiothérapie, tu vois. Ouais, parce que ça laisse des traces aussi. Ouais. Ouais, parce que du coup, on est marqué comme les vaches, hein, avec alors c'est des tout petits points, oui, c'est des tout petits points, mais enfin quand même, il y en a 6, et je les vois, donc c'est pas si petit que ça. Donc ouais, ça, c'est des traces, les cicatrices du Pâques, les cicatrices sur mon sein. D'ailleurs, je veux pas être reconstruite, moi, pour ça. Voilà, ça laissera des traces, mais je dirais pas que c'est comme les vergetures après les grossesses. Oui, c'est ce qui m'a fait être maman. Oui. Très bien, mais enfin quand même c'est moche. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas se mentir hein, quand même. Au moment, faut arrêter les conneries. Mais par contre, ces cicatrices-là, voilà, elles me rappelleront toujours ce par quoi je suis passée et ce par quoi d'autres passeront. Et voilà. Et à quel point
c'est une aventure formidable et incroyable. Je trouve que c'est une jolie fin. Voilà. Une jolie fin pour terminer notre échange. Alexandra, je te remercie infiniment. Je mettrai bien sûr le lien vers le site internet bien sûr de Helloasso, donc votre cagnotte, et également les sites internet Trekking Gazelle et le rallye Aïcha des Gazelles pour les personnes qui ont envie d'y participer. Et moi, je pense que je vais y songer. C'est bien. Fais-le. Merci encore à toi, Alexandra. Merci. Merci, chers auditeurs et auditrices. J'espère que ce témoignage vous donnera l'envie de croire en vos rêves et de relever vos propres défis, que ce soit dans le désert ou ailleurs, quel qu'il soit, et en dépit de la maladie. Vous pouvez soutenir le projet d'Alexandra et son équipe sur Helloasso, Capzel, reprennent du service. Vous aussi, vous avez peut-être vécu une expérience similaire à celle d'Alexandra, dans le désert ou ailleurs, et cette expérience vous a aidé à transcender la maladie. N'hésitez pas à la partager sur mes réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous avec le docteur Christelle Bénard-Charvet, présidente de l'association Ressources Lyon. Nous parlerons d'oncologie intégrative, cette approche globale dans le traitement du cancer qui combine le meilleur de la médecine moderne aux thérapies complémentaires pour mieux vivre la maladie. Si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez soutenir sa diffusion en le partageant ou en laissant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à rejoindre ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.lesdeuxailesduriel.com. À dans 2 semaines pour une nouvelle escale sonore. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Un mardi sur 2.